de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. On est à Garges de Sarcelles avec Écho de la diaspora. De la diaspora. De la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Dans les quartiers se sont sentis en insécurité. Écho de la diaspora. Ils sont rentrés par eux-mêmes. Chers amis internautes, Écho de la diaspora, la voix libre de la diaspora. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'interview d'Écho de la diaspora. Cette émission est devenue notre rendez-vous dominical et nous arrangerons de vous proposer de meilleurs opus et de vous scotcher davantage devant vos PC, car au volume de vues de nos vidéos, cette émission se maintiendra. Œuvrons ensemble pour sa pérennisation dans l'intérêt premier de la diaspora et de notre démocratie. Nous ne cesserons de rappeler que Écho de la diaspora est la voix libre de la diaspora. Ici est le lieu où tous les courants d'opinion s'expriment et bénéficient du même traitement. Ceci dit, aujourd'hui nous recevons Léon Juste Ibombo. Mais avant de démarrer cette émission, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à plusieurs reproches dont nous avons fait l'objet de la part de nos fidèles internautes suite à notre dernière émission réalisée avec Evra Nao. J'ai retenu deux essentiellement qui traitent de la question des sages et l'autre qui concerne mon engagement pour l'animation de cette émission à caractère politique. Concernant les sages, un internaute nous reproche le fait de stigmatiser les sages qui sont instrumentalisés par le ministre Mabiala. Selon lui, il faudrait plutôt foudroyer le corrupteur en la personne du ministre Mabiala plutôt que les sages. Et pour ce qui me concerne, un autre internaute m'a posé la question, je reprends ces termes, pourquoi te mêles-tu de la politique au risque de créer des ennuis inutiles? Qu'est-ce qui t'a pris? Donc je voudrais ici remercier les internautes pour ces interpellations, pour ces remarques, car nous en prenons compte au fin de l'amélioration de notre émission. N'hésitez pas d'intervenir via notre email qui va s'afficher sur notre page Facebook. Pour ce qui est de la question de l'implication des sages dans le débat sur le changement de la Constitution, je voudrais rappeler à nos amis internautes, lorsque nous posons les questions à nos invités, nous essayons de les poser de la façon la plus claire possible en se basant sur les faits. Pour nous, un sage n'est pas corruptible. Nous ne pouvons pas non plus blâmer le ministre Mabiala pour son allégeance à son chef. C'est un politique qui fait la promotion de son chef et se bat pour le maintien de ce dernier. Il se bat pour gagner davantage la confiance de son chef et son maintien, car vous le savez que les places autour du fauteuil du président Denis Sassou Nguesso sont chères et se gagnent au volume des voix électorales que les prétendants sont censés rapporter de leur région d'origine pour sa réélection. Écho de la diaspora ne peut pas blâmer le ministre Mabiala pour son dynamisme, son activisme effréné pour la réélection de son chef, même au prix du sacrifice de la Constitution. C'est à nos invités opposés à cette pratique de le faire. Nous pourrons simplement rappeler au ministre Mabiala qu'en suivant ses intérêts partisans, il ne pourra pas postuler au rang d'homme d'État, car la défense de l'intérêt général n'est visiblement pas une impulsion qui le porte. Alors, pourquoi je ferai mon nez dans les questions politiques?
Je me suis engagé dans cette voie pour la simple raison que je considère que c'est aussi criminel d'abêtir l'homme et de le maintenir dans l'ignorance. Je reprends ici la phrase récurrente d'un grand frère qui dit souvent « De la discussion jaillit la lumière ». Alors, je suis souvent heurté de voir qu'à la télévision nationale, la télévision congolaise, la chaîne nationale, qu'il n'y ait qu'une voix qui s'exprime, celui du pouvoir. J'ai été encore plus en colère d'apprendre que ce sont ceux qui incarnent les voix contraires, à savoir l'opposition, qui refusent de se livrer à cet exercice sur la chaîne nationale. Et on pense souvent aussi que Télé Congo n'est que la chaîne du pouvoir. Il faut dire ces choses-là comme ça au public, puisque nombreux sont ceux qui me disent « Boris, il faut prendre aussi les acteurs de l'opposition ». Je n'ai pas voulu les prendre seuls, j'ai voulu qu'il y ait des débats, mais ils se sont éclipsés, ils ont fui. Le plateau a été offert, les gars ont fui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'opposition s'auto-censure, et c'est très grave que l'opposition refuse de participer au jeu démocratique si ce n'est une opposition de façade ou une opposition compromise. C'est pour cette raison que je me suis engagé à donner la parole à tout le monde. C'est le souci de la clairvoyance du peuple à travers le débat sur les questions relatives à notre pays et notre diaspora qui me porte. Alors, comme j'aime bien illustrer les choses, j'ai choisi pour vous 3 extraits de films pour vous faire comprendre mon engagement. Le mot démocratie vient du grec démos, qui signifie le peuple, et du mot kratos, qui veut dire gouvernement. Autrement dit, gouverner selon la volonté de la majorité. Lincoln l'a défini un jour comme un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est exactement l'idéal auquel je crois pour la Chine de demain. Ce sera la République du peuple. Professeur Yang, croyez-vous qu'un jour nous connaîtrons la démocratie? Je suis sûr que ce jour viendra. Je mourrai peut-être avant. Mais toi, tu le verras. La scène que vous venez de voir, c'est la scène de l'assassinat du professeur Yang devant ses élèves après leur avoir défini la démocratie. La traque des opposants, c'est ce que je ne voudrais pas voir pour mon pays. Non, laissez-moi parler à ce type, merde! Je te demande juste une petite minute. Tu as été communiste. La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. C'est autre chose à faire que t'écouter, petit connard. Tu bosses 8-10 heures te crevant le cul, tu gagnes rien, il est à toi. Tu veux qu'on te mette un tchémago dans ta maison, il surveille, il espionne tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, partout. La vie de mouton, comme le dit Al Pacino, où l'on te dit quoi faire, quoi écrire, où chacun de tes mouvements est épié, c'est ce contre quoi je veux me battre. Mais maître, soutenez la démocratie! Soutenez la démocratie! Chers amis, soutenons la liberté, soutenons l'état de droit. Tous avec Monsieur Sun! Oui, soyez tous avec lui! Soutenez Monsieur Sun pour une Chine démocratique! Démocratie! Pour la démocratie en Chine! Soutenez Monsieur Sun! Rejoignez-nous! Rentre à la maison! Je n'abandonnerai pas mon pays! Suis-moi! Je ne serai jamais un lâche! Jamais je ne serai un lâche! J'ai une question à vous poser.
Hormis la guerre et le déshonneur, hormis la souffrance et les humiliations, pouvez-vous citer un seul bienfait que les étrangers nous aient apporté depuis qu'ils règnent sur le pays? Un principe fondamental, c'est que nous naissons libres et égaux. En Chine, il n'y a pas d'égalité. Certains naissent empereurs. Certains vont hériter de privilèges hors du commun, tandis que d'autres naîtront esclaves. Respect à l'empereur, il est d'essence divine. Et c'est ce qui doit changer, justement. Il est temps d'établir enfin une démocratie. Chers amis, soutenons la liberté, soutenons l'état de droit. Bref, c'était une brève mise au point par rapport à vos questions. Comme je l'ai dit tantôt, nous recevons aujourd'hui Léon Juste Ibombo. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Chers amis internautes, je suis en face de Monsieur Léon Juste Ibombo qui nous a reçus chez lui. Et on veut d'abord le remercier pour son hospitalité. Alors donc je vais vous faire une petite biographie de Monsieur Ibombo. Léon Juste Ibombo est donc un Congolais quadragénaire qui a étudié en France. Il est rentré au Congo en 2005 après plus de 15 ans de résidence permanente en France. Aujourd'hui, il navigue souvent entre la France et le Congo. En tout cas, c'est un membre de la diaspora qui a montré l'exemple, à savoir acquérir la connaissance, l'expérience et s'imprégner d'une autre culture qui n'est qu'occidentale, faire un mix avec notre propre culture pour sa mise en valeur au pays. En 2005, il a voulu créer un parti chrétien, mais il a eu des empêchements. Alors, monsieur Ibombo, bonjour. Bonjour Yvon. Bonjour monsieur Mougani, voilà. Bonjour monsieur Mougani. En tout cas, merci de votre hospitalité. Alors, je viens de vous faire une petite biographie. Je n'ai peut-être pas tout dit. Si vous pouvez compléter celle-ci pour le bien de nos fidèles téléspectateurs et internautes. Je crois que c'est assez clair. Bon, j'ajouterais seulement que j'ai quitté la France exactement le 14 juillet 2005. Pourquoi le 14 juillet? Parce que c'est une date symbolique en France, c'est la Révolution française. Et moi, ce 14 juillet 2005, j'ai voulu aussi faire ma révolution, ma propre révolution, c'est-à-dire rentrer dans mon pays pour essayer de bâtir quelque chose de nouveau. Voilà, exactement. Sinon, pour tout le reste, je navigue un peu entre la France et le Congo, parce que bon, j'ai quelques attaches ici. J'ai 2 enfants qui sont ici en France. Donc, je viens les voir de temps en temps et voilà. Après 15 années de résidence permanente en France, je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé votre retour au pays? J'ai parlé tantôt, j'ai dit que c'est le 14 juillet exactement 2005 que j'ai quitté la France, c'est-à-dire que j'ai aussi fait ma révolution, parce que le 14 juillet c'est la révolution française de 1789, là où on a voulu aller, on a dégommé un peu la monarchie, la royauté pour aller vers une république. Et moi aussi je me suis dit, bon écoutez, qu'est-ce que je peux apporter à la France qui est assez construite? J'ai fait quelques classes ici en France, alors je me dis, bon, j'ai plus à apporter à mon pays qu'en France, parce que bon, je me sens plus utile pour mon pays que pour la France, parce que la France est déjà construite, parce que la France a déjà ses intellectuels, et que l'Afrique, dans notre pays, dans notre continent, on a besoin de tout construire, et je pense que je peux apporter mes modestes contributions en Afrique qu'en France. Voilà la raison qui m'a poussé, entre autres, par ce que j'ai appris, bon, j'ai fait de la science politique, entre autres apporter mes contributions pour que le Congo, l'Afrique, soit le continent, déjà c'est le continent d'avenir, mais le Congo soit un pays dynamique. Alors chers internautes, c'est ce que je venais de dire tantôt, Monsieur Ibombo, c'est un compatriote de la diaspora qui a voulu montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié en Occident, on a acquis une certaine expérience, il faut rentrer au pays pour sa mise en valeur. Mais vous avez voulu créer le parti chrétien congolais au niveau du pays. Étiez-vous rentré pour faire essentiellement de la politique? Bon, vous savez, quand on se bat pour un idéal, il faut avoir ce qu'on appelle un appareil, parce qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'a pas un appareil politique, ou si on ne peut pas prétendre parler au nom des populations si on n'a pas une certaine légitimité. Comment pourrais-je modestement parler au nom des Congolais si je n'ai ni association politique, si je n'ai ni mouvement politique, si je n'ai ni parti politique? Et je crois que la meilleure façon de s'exprimer au nom des populations, c'est d'avoir ce qu'on appelle un parti politique. Parce que c'est à travers le parti politique qu'on concourt à l'exercice du suffrage universel. Je suis un évangéliste chrétien, oui. Je me définis comme un évangéliste chrétien, donc j'ai voulu créer le parti chrétien congolais. Je me suis heurté à l'administration congolaise parce qu'au Congo, on ne peut pas avoir un parti avec des connotations, on va dire, religieuses
et n'a pas pu reconnaître ce parti politique. C'est pour cela qu'au lieu du Parti chrétien congolais, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons monté le Cercle des Espérants. Je crois que c'est un cercle de réflexion, d'analyse, là où nous nous retrouvions et que nous discutions, nous débattions sur des thèmes d'actualité pour essayer de peser sur les questions d'actualité de notre pays et aussi d'apporter nos modestes contributions pour que notre pays, que notre continent se développe. Mais le cercle, comme vous dites, de quel côté on peut le cataloguer? Est-ce qu'il est un cercle qui a connotation communiste, libérale, centriste plutôt? Enfin, je ne sais pas si vous pouvez me dire. Bon, je dois d'abord d'emblée dire pour nos internautes qui nous suivent que je ne suis pas communiste, non, du tout, ni un social-démocrate, non, du tout. Je me considérerais, si on peut me placer dans un jargon idéologique, politique, je me considérais comme un libéral. Mais au niveau du cercle, nous n'avons pas une idéologie. Notre ambition au niveau du cercle, c'est d'apporter nos contributions pour un meilleur devenir de nos populations. C'est-à-dire que tous les sujets qui concourent, par exemple, au dynamisme de notre nation, nous saisissons de ces sujets et nous essayons d'analyser et puis d'apporter nos contributions. C'est-à-dire que nous sommes une association des jeunes Congolais et nous aimons notre pays. Nous aimons tellement notre patrie, tellement notre pays que nous nous sommes dit comment est-ce qu'on peut faire pour apporter nos modestes contributions. C'est à travers le Cercle des Espérants, au moins, nous parlons au nom des compatriotes congolais et nous avons légitimité, parce que le problème ici c'est la légitimité. Vous parlez, vous faites de la politique, nous faites de la politique au nom de qui? Lorsque nous nous exprimons, nous savons qu'il y a quand même quelques Congolais, des milliers de Congolais, sans doute, qui se reconnaissent à travers notre voix. Donc, nous n'avons pas d'appartenance politique, nous ne sommes ni de l'opposition ni de la majorité. Nous sommes pour le Congo parce que nous voulons que le Congo devienne, comme l'a dit le président Denis Sassou Nguesso, un pays émergent, parce que l'émergence, ça profitera à toute la nation congolaise. Alors, puisque j'ai bien compris que le Cercle des Espérants est un think tank, oui, voilà, exactement ça. Est-ce que vous ne craignez pas que vous puissiez être catalogué comme un satellite du pouvoir? Je le dis encore, nous ne sommes pas... Non. Ou dirais-je des opportunistes, c'est-à-dire qu'à mesure que le pouvoir bascule d'un côté ou de l'autre, vous pouvez toujours être là pour aider les uns et les autres. Non. Notre conviction là-dessus n'a pas bougé d'un iota. Nous sommes pour le Congo et pour que le Congo soit ce que tous les Congolais, surtout ceux qui sont aussi ici au niveau de la diaspora, aspirent. C'est-à-dire que nous soyons dans un pays démocratique, fort, libre, un pays épanoui. Voilà. Pour cela, il faut quand même des voix. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous n'avons aucune connotation. C'est vrai qu'on nous prête souvent d'être satellite du PCT. Déjà, si j'étais satellite du PCT, je serais au PCT. Je suis pas membre du PCT. Et même, je tiens à dire à nos téléspectateurs, à nos internautes, que moi, je ne suis pas un social-démocrate. Je suis un libéral. Donc, je ne peux pas rentrer idéologiquement, par rapport à ma pensée idéologique, je ne peux pas rentrer au PCT. Alors, puisque le Cercle des Espérants est un think tank qui aborde toutes les questions, est-ce que vous pourrez nous faire brièvement un portrait du Congo sur le plan de la démocratie et des libertés, sur le plan social, économique, nous décrire un peu les avancées, les pesanteurs qui... Sur le plan de la liberté et de la démocratie, je dirais ceci, en deux lignes. Le Congo vient de loin. Parce que on a souvent la mémoire un peu courte. Nous sommes un pays, nous sortions de guerre. Une guerre fratricide, difficile. Une guerre qui a tout déstructuré dans notre pays en 1997. Et aujourd'hui, au bout quand même de quelques années, on voit quand même que le Congo s'est réconcilié avec lui-même. Que les acteurs politiques congolais arrivent à se parler. Qui s'expriment librement au niveau du Congo. C'est une bonne chose. Je le dis pourquoi? Parce que prenons l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au niveau du Rwanda. Nous avons vu des opposants rwandais être assassinés où? En Afrique du Sud. Mais on n'a pas entendu des opposants congolais être assassinés ou un seul opposant congolais être assassiné. Donc, au plan de la démocratie et des libertés, le Congo vient de loin. C'est une bonne chose. Maintenant, pour ce qui est par exemple de l'économique, sur le plan économique, oui, là aussi le Congo vient de loin. Parce qu'aujourd'hui, le Congo aspire à devenir un pays émergent. Mais deux fois, les gens ne connaissent pas la définition de l'émergence. Qu'est-ce que ça veut dire l'émergence? Un pays émergent, c'est un pays qui arrive à capitaliser des taux de croissance élevés, continus et soutenus. Voilà les trois caractéristiques. Taux de croissance élevé, continu et soutenu. Et dans notre pays, depuis pratiquement 7 ans,
on arrive à capitaliser ces trois aspects. Taux de croissance élevé, continu et soutenu. On a des croissances de taux de croissance 8%, 9%. Cette année-ci, on parle de 5,5%. Je crois que c'est une bonne chose. Maintenant qu'on a une économie dynamique, il faut maintenant faire que cette croissance, soit maintenant mieux redistribuée. Comment mieux redistribuer une croissance si on n'implique pas la majorité des populations congolaises dans cette dynamique? Voilà le combat que nous menons. Nous voulons qu'on puisse impliquer le maximum de Congolais dans la quête de l'émergence. Comment? En faisant en sorte que ces populations puissent participer à l'action publique. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des 7 ans de croissance soutenue du Congo. Tout à fait. Bon. Ce qui n'est pas faux. Hein? Oui, je dis que c'est pas faux. Mais sauf qu'au niveau de la redistribution, quand vous voyez 7 ans de croissance avec une croissance à 2 chiffres, les gens n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. Les écoles n'ont pas de tableau banc. L'année dernière, c'était l'année de l'éducation. C'était carrément un échec. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage? Bon, ici, il faut quand même recadrer un peu les choses. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais j'essaie de parler en tant que citoyen congolais. Mais vous êtes un think tank, donc... Oui, je suis un think tank, exactement. Oui, c'est ça que je veux recadrer. Il y a d'énormes améliorations qui ont été constatées par les dispositions prises par le gouvernement au niveau de la redistribution de cette croissance. Je vais prendre des exemples bien précis pour nos téléspectateurs, internautes. Nous avons aujourd'hui un programme de gratuité, gratuité du paludisme. On a un programme de gratuité, gratuité du VIH-Sida, du dépistage aux médicaments antirétroviraux. On a un programme de gratuité, gratuité de l'enseignement primaire et élémentaire, des manuels scolaires. On a un programme de gratuité, gratuité des actes administratifs. On a un programme de gratuité, au niveau de la césarienne. J'ai fait mes petites analyses au Sénégal. Au Sénégal, le coût de la césarienne pour une femme, le coût de la césarienne au Sénégal est à 400 000 francs CFA. Au Congo, la césarienne, elle est gratuite. C'est vrai, je reconnais, oui. Je reconnais qu'il y a des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de ces programmes. Mais je constate qu'il y a quand même une majeure partie de la population congolaise qui bénéficie de ces mesures de gratuité. Donc on ne peut pas dire que le fruit de la croissance ne soit pas redistribué. J'ai suivi dernièrement le président du Sénat et il y a une loi qui a été prise dans notre pays, la loi sur les fonds de garantie. Peut-être que le gouvernement ne fait pas son travail en communiquant, mais ça c'est pas mon travail à nous. Mais il y a une loi sur les fonds de garantie. Aujourd'hui dans notre pays, si un Congolais est accidenté et qu'il n'y a personne pour... par exemple, un conducteur s'enfuit sans laisser d'identité. Ce Congolais-là, il y a un fonds maintenant qui va prendre en charge ce Congolais en cas d'obsèque, en cas d'infirmité. Mais c'est quand même des avancées considérables. Donc on ne peut pas dire que tout ne soit pas rose. Tout est rose, oui, ça je reconnais. Je reconnais qu'on a un déficit au niveau de l'eau, oui, ça je le reconnais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre les canalisations, il n'y a pas d'électricité. Mais vous n'allez pas me dire que l'accès à l'eau et à l'électricité est permanente dans Brazzaville. Bah écoutez, je le dis. On est encore confronté à des problèmes de délestage. Je le dis et je l'assume. Je dis que tout n'est pas rose. Je dis que quand même au niveau des efforts, il faut reconnaître, mais les gens ont la mémoire courte. Brazzaville, je ne me fais pas porte-parole de qui que ce soit, mais je dis quand même, il y a des efforts et on doit reconnaître que ces efforts-là, oui. Il y a aussi des dysfonctionnements, ça je dois reconnaître, parce que le problème qui se pose, mais c'est pour cela que nous sommes en train de demander le changement de cette constitution. Vous savez, j'ai suivi le ministre de l'hydraulique, de l'eau et de l'hydraulique et de l'énergie, l'ancien ministre Bruno Jean-Richard Etoile. Il a exactement dit ceci, je le cite in extenso. Il a dit que le Congo a investi près de 1000 milliards de francs CFA pour l'eau et l'électricité au Congo. C'est une bonne chose. Il y a le barrage hydroélectrique d'Imboulou, il y a les potes à bloc qui ont été mis en place. C'est une bonne chose, je dis d'accord. Mais de l'autre côté, comment est-ce que les Congolais peuvent-ils aujourd'hui se rendre compte que réellement 1000 milliards ont été investis dans ce secteur si le Parlement ne joue pas son rôle? Si le Parlement ne peut pas convoquer ce ministre, l'interpeller, dire que vous avez eu 1000 milliards, qu'est-ce que vous en avez fait? Et sanctionner ce ministre. Parce
Parce que la constitution actuelle, le ministre peut le dire qu'on a dépensé 1000 milliards. Mais quand il ne rend compte qu'au président de la République et lui seul le rend compte au peuple congolais. Donc vous voulez dire que le président est laxiste? Je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Le peuple se reconnaît par qui? Par ses élus. Si. Le peuple se reconnaît par qui? Je suis d'accord. Le peuple se reconnaît par ses élus. Donc le peuple a donné son mandat à des tierces personnes pour le représenter. D'accord. Mais si ces personnes qui représentent le peuple sont incapables d'interpeller et de sanctionner ceux qui agissent au nom de ce peuple, je suis d'accord. ça pose un problème. Mais donc aujourd'hui, quand on parle de modification, de changement de la Constitution, ce n'est pas pour les beaux yeux d'une personne, mais c'est pour que notre pays puisse maximiser toutes les ressources que nous avons dans notre pays. Mais le président de la République devait aussi poser la question à son ministre de dire qu'est-ce que tu as fait pendant ce... Par exemple, quand l'année de l'éducation a été un échec, parce que là vous avez énuméré un certain nombre d'avancées sur le plan de la santé. C'est une bonne chose. Mais sur l'éducation, ça a été un échec. Il aurait dû dire à son ministre que ça a été un échec, tu démissionnes. Il fait aussi figure de sanctionnaire. Qu'est-ce qui fait démissionner le ministre? Est-ce que c'est le président de la République ou la représentation populaire? Mais si c'est le président qui l'a nommé, ça veut dire qu'il peut le... Mais justement, mais écoutez, nous sommes en politique. Vous l'avez même dit, moi j'ai suivi votre avant-propos, comme vous avez parlé. Un président peut nommer quelqu'un par rapport à sa clientèle, parce que c'est quelqu'un qui peut lui apporter des voix. Mais par contre, le président peut être obligé de sanctionner quelqu'un. Pourquoi? Mais parce que le peuple n'en veut plus, parce que le travail qu'il fait n'est pas un travail efficient. Donc c'est ça que nous voulons. Nous voulons que le peuple puisse avoir, mettons, cette arme de sanctionner. On a vu par exemple dans un pays, le Mali, le ministre de la Défense a été démis de ses fonctions. Ce n'est pas le président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a démis de ses fonctions, mais c'est parce que c'est la représentation populaire qui a dit, écoutez, on vous avait donné une feuille de route, on vous a donné des ressources, mais vous avez failli à votre tâche, alors quand on a interpellé, il a dit, mais je démissionne. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Parce que, écoutez, ne vous leurrez pas, le président aujourd'hui, s'il nomme par exemple Mabiala, parce que Mabiala lui fait, lui ramène des voix, par exemple du Niari, mais le président, pour virer Mabiala, il faut que vraiment qu'on l'y pousse. Hein. Si vous ne le poussez pas, le président s'assoit à virer Mabiala, il ne le virera jamais. Mais qui peut pousser le président s'assoit à virer Mabiala? On l'a vu ici en France, avec l'affaire Cahuzac. Mais qui a poussé Cahuzac à démissionner? Ce n'est pas Hollande. Déjà, il avait déjà dit que Cahuzac, oui, c'est mon gars. Mais c'est pas Hollande qui a poussé Cahuzac à démissionner. C'est quoi? Mais parce qu'il y a eu la presse. Parce qu'après les parlementaires se sont saisis de l'affaire. La peur du gendarme a un effet. Si dans notre pays, on commence à avoir la peur du gendarme, je crois que les gens, ça évoluerait dans notre pays. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la peur du gendarme. Le ministre, il est là, il sait qu'il rend compte au président. Parce qu'un ministre qui dit qu'on a investi 1000 milliards, s'il savait qu'il pouvait rendre compte et être sanctionné par le Parlement, je suis persuadé qu'il ne donnerait pas ce montant astronomique. 1000 milliards, ça fait quand même, si je ne m'abuse pas, 2 milliards de dollars américains. C'est quand même des sommes énormes. Et quand nous voyons au Sénégal des villes être construites avec 700 milliards de francs CFA, on se dit 1000 milliards, il a avancé. Mais il a avancé. Il n'est responsable que devant le président de la République. Alors, on va passer à l'actualité. Donc, on va parler de l'opération Bata Bakolo. Mais comme on était sur les questions économiques, j'aimerais surtout saluer le gouvernement pour avoir pris l'initiative de pourvoir notre pays de sa souveraineté sur le plan énergétique en voulant construire le barrage d'Imbulu, même si aujourd'hui ça ne suit pas sur l'électricité. Parce que quand j'ai entendu nos frères de la RDC dire que non, il faut bacatabi ce courant, comme si ce courant-là c'était gratuit, alors qu'on l'achète, donc c'est quand même important. Il faut saluer vraiment la construction du barrage Imbulu. Alors, sur cette opération Bata Bakolo, que pouvez-vous dire? Ne trouvez-vous pas que la tribune du ministre Kémy vient un peu tardivement? C'est comme si on n'a pas pu prendre le train de la communication mené par les Congolais de la RDC, parce que le ministre Lambert Mende, il a été très bouillant là-dessus, alors que notre ministre, on ne l'avait presque pas du tout entendu au creux de la crise. Et c'est maintenant où les choses se sont apaisées qu'on vient le voir faire une tribune. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez dire? Qu'est-ce que je peux dire? Bon, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Bon, il a dit, bon, c'est... Mende a parlé, il a diplomate, hein? Non, je ne suis pas très diplomate. Bon, il a dit, ce qu'il a dit a été déjà dit plus ou moins par ceux qui se sont illustrés en intervenant sur la question. Bon, c'est une bonne chose. Mais je crois que, à la vérité, c'est quoi? L'opération Bata Bakolo était une nécessité. Parce qu'on peut permettre de laisser des zones de non-droit dans une cité. C'est impossible. Et dans notre pays, il y avait les Koulouna qui sévissaient. Mais ce phénomène ne vient pas de Brazzaville. Il vient de Kinshasa. Il sévissait à Brazzaville.
Et on avait des quartiers entiers là où la police n'accédait même pas. Est-ce que c'est normal? On doit laisser ces zones de non-droit? Et quand on s'est remarqué, on s'est rendu compte que la majorité de ces Koulouna, outre les Tchadiens, c'était maintenant nos frères de la RDC, bah évidemment, je crois que l'administration là a joué son rôle. Mais il y a deux volets dans cette opération. Il y a le volet des Koulouna qu'on condamne, oui. Et puis il y a le volet des sans-papiers. Ben oui, mais juste... Mais on a l'impression que les seuls sans-papiers au pays, c'est que les citoyens de la RDC. On ne nous a même pas montré ceux du Sénégal, du Mali, Dieu sait qu'il y en a nombreux. Oui, mais là on ne les a pas renvoyés, ils sont toujours... Mais non, là encore, il y a un problème qu'il faut dire. C'est-à-dire que nos parents de la RDC, c'est comme nous. Nous sommes plus ou moins liés, très liés. Le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est-à-dire que nos parents, quand ils viennent à Brazzaville, ils se disent que je suis chez moi. Donc, avoir une carte de séjour, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, la majorité de l'Afrique de l'Ouest, les Maliens, ils ont des cartes de séjour. Attention, ils se sont fait régulariser ou ils ont des titres de séjour. Donc ce sont nos parents de la RDC. Tellement nous avons la même langue, la même culture, la même nourriture. Nous faisons tout en commun. On s'est dit, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des papiers? Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est nécessaire, quand on est dans un état, d'avoir des pièces d'identité. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Comme le ministre Okemi a parlé, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui que l'administration a pensé qu'il faut maintenant regarder, nous avons proposé, nous réitérons notre proposition, qu'il y ait un moratoire pendant 3 mois, qu'on laisse les personnes aller se faire régulariser, certainement au cas par cas. Ceux qui ont des assises, des attaches au niveau du Congo, ceux qui ont fondé dans des familles, ceux qui ont un travail, que ces personnes soient régularisées. Maintenant, toutes les personnes qui n'ont pas d'assises au Congo, qui quittent le territoire congolais. Mais on ne peut pas expulser du jour au lendemain quelqu'un qui a vécu au Congo, qui a eu des enfants au Congo, qui a travaillé au Congo. C'est une communication tardive. Alors, on va passer à la question de la Constitution. Alors, j'ai bien compris que vous êtes pour la modification de la Constitution par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, comment on peut la modifier? Par quel procédé? Modifier ou changer? Je suis pour la modification de la Constitution. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les faits sont têtus. Il y a mon frère Armand Manziono qui aime fouiller dans les archives. Il peut fouiller dans les archives. Depuis 2008, nous parlons que cette Constitution pose des failles. Comment est-ce qu'on peut la changer? D'abord, il faut en débattre. Il faut laisser les gens s'exprimer. Mais le débat est ouvert dans le pays. J'écoute les forces politiques, sociales. Ça ne peut pas être une volonté de puissance et une volonté de rester. Je préfère écouter le peuple parce que cela ne peut pas se faire sans le peuple. Quand ils sont en train d'écrire une constitution, ils écrivent des règles qu'ils devraient craindre. Une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, ça sert à effrayer les pouvoirs. Une constitution, ça sert à nous protéger contre les abus de pouvoir. Une constitution, ça sert à organiser les pouvoirs, que ça sert à séparer les pouvoirs. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? À quoi ça sert? Une constitution, c'est un texte supérieur. Et nous avons besoin pour nous organiser, nous avons besoin pour nous pacifier, pas trop nous taper sur la figure, nous avons besoin... Que tous les Congolais puissent s'approprier ce thème, parce que c'est ça, c'est la démocratie. Mais dans quel cadre? Dans la rue? Mais non, aujourd'hui on est en train de s'exprimer, il y a la société civile qui peut s'exprimer, il y a des gens qui peuvent organiser ce qu'on appelle des conférences débats là-dessus. Voilà, que chacun exprime. Après que les Congolais se soient exprimés sur la question, parce qu'il ne faut pas en faire un problème tabou, il faut certainement, j'avais eu un débat africain numéro 1, j'en ai parlé, qu'on mette en place, comme qui dirait, une constituante, qu'on mette en place des personnes, ressources, qui vont élaborer un projet de constitution qui va être présenté aux Congolais. Encore, c'est-à-dire qu'une fois le projet de constitution élaboré, on va présenter ce projet de constitution aux Congolais par le canal que nous avons, les canaux institutionnels, les médias, les machins, les rencontres. Et après cela, le gouvernement, parce qu'il faut que ça passe, je crois, par le gouvernement en conseil de ministres doit présenter un projet de loi qui va être soumis maintenant à référendum au peuple congolais. Parce qu'en dernier ressort, la souveraineté appartient au peuple.
Alors, sur cette question, il y a eu des sages qui se sont exprimés. Quand vous dites qu'il faut ouvrir le débat à tout le monde, mais il y en a qui parlent d'instrumentalisation des sages. Que pensez-vous? Bon, écoutez, les sages, on ne peut pas permettre... Bon, c'est vrai que la Constitution de 2002 ne reconnaît pas les sages, ça n'existe nulle part. Mais on ne peut pas aussi, comme a dit Maître Coucou, j'ai fait un débat avec lui à Africa numéro 1, j'ai dit, bah écoutez, on ne peut pas refuser à une partie des Congolais de s'exprimer sur une question de société. Mais c'est être antidémocratique ou antidémocrate. Donc les sages peuvent s'exprimer sur la question. Mais leur voix ne vaut pas pesant d'or. C'est pas parce que les sages ont dit que tous les Congolais, que tout le Congo doit dire que oui, les sages ont dit c'est ça. Non. Non, parce que les sages parlent au nom d'une région donnée et disent que non, au nom de cette région, nous voulons ceci. Bon, écoutez, vous êtes libéral. Oui, là, nous avons... C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on revient à l'individu. Non, là, nous avons été très clairs et nous l'avons dit. C'est comme le ministre Mabiala, il fait de la politique, c'est très bien. Mais on ne peut pas, et nous le réitérons ici, on ne peut pas modifier, changer la Constitution pour l'unique personne du président de la République. Ce serait faire fausse note. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet activisme un peu débordant? Non, mais il fait de la politique, vous l'avez dit. Bah, il fait de la politique, il est normal. Non, parce que nous, on nous stigmatise, c'est pour ça. Non, il fait de la politique, il est ministre, il veut certainement maintenir à son poste. Mais voilà, attends, c'est tout à son honneur. Il fait sa politique politicienne, ça se fait partout, même ici en France. Mais nous pensons que pour recadrer le débat, parce que c'est un débat sérieux, on doit moderniser nos institutions pour qu'il y ait plus de démocratisation, pour que les populations congolaises aient quand même un moyen de peser sur leurs dirigeants, qu'il y ait quand même un pouvoir contraignant des populations sur les dirigeants, et pour que l'ambition de faire du Congo un pays émergent ne soit pas un vain mot, un slogan. Donc moi, je suis d'accord que les sages, ils peuvent parler, mais je crois que leur voix ne vaut que la voix des sages. D'abord, il faut regarder, on parle de sages. Moi, j'ai suivi un constitutionnaliste parler d'une Nzobi. Bon, j'ai été un peu... Parce que bon, moi, je suis chrétien, comment on va parler d'une Nzobi? Bon, quand on parle de sages, je veux qu'on parle de sages en tant que présenter des images anticipatrices de société, mais qu'on ne me parle pas de sages pour qu'il y ait le Nzobi. Ah non, moi, je ne veux pas. Moi, je suis chrétien. Bah, moi, demain, je suis président de la République. Je ne veux pas jurer sur le Nzobi. Non. Voilà. Bon, alors... Si Dieu me fait cette grâce, bien sûr. On vous a vu, on va revenir à vous, donc on vous a vu participer à la célébration de la journée de l'arbre à Inoni. Ah oui. Alors, vous êtes devenu un militant contre la déforestation? Ben, vous voyez que j'ai beaucoup de facettes. Hein. J'ai énormément de facettes. Entre autres, je suis évangéliste. Le Congo est aux avant-gardes, dans ce moment précis, au niveau des questions environnementales. Et nous savons que le bassin du Congo, c'est un bassin, qui joue un rôle fondamental dans les écosystèmes mondiaux. Et on a trouvé au Congo une réserve, je crois que la plus grande réserve, je crois des tourbières, je ne sais pas, j'ai peut-être pas le nom exact. C'est-à-dire qu'on a trouvé au Congo une zone, une réserve, là où on a assez, là où on peut beaucoup faire pour l'humanité, l'univers. Je crois que planter des arbres, aujourd'hui, c'est une loi. Parce qu'on oublie, la loi, elle est impersonnelle et elle s'oppose à tout le monde. On a pris une loi que, au mois de mars, je crois que c'est le 6 mars, que tous les Congolais doivent planter un arbre. C'est une loi. Bon. Et moi aussi, nous aussi, c'était dans le cadre du travail, nous sommes partis à Inoni, planter les arbres justement pour lutter contre la déforestation. À Inoni, il ne vous a pas échappé que les agriculteurs là-bas ont des problèmes d'acheminement de leurs produits agricoles. Donc, bon, pour le problème de l'agriculture, nous avons été clairs. Hein. Nous avons même dit quelque chose qui est un peu... pour localiser. Oui, pour localiser. Pour le problème de l'agriculture, pour le problème des ministres, nous avons été clairs. Nous l'avons même dit. Le président, fort de son ambition, a mis en place un fonds de soutien à l'agriculture. Mais nous avons vu le ministre de l'Agriculture être interpellé et dire que qu'il aurait, bon je mets ça encore au conditionnel, que la majorité des ressources allouées à ce fonds a été attribuée à des généraux, à des ministres. Bon, écoutez, nous sommes clairs, les gens qui ne font pas leur travail, il faut que le président les vire. Nous avons demandé à ce que le président puisse virer tout son gouvernement, entre autres, c'était parce qu'on sentait quand même que, écoutez, aujourd'hui on veut par exemple promouvoir l'élevage dans notre pays. Mais pour promouvoir l'élevage, on a fait les nouveaux villages agricoles. C'est une bonne chose, les nouveaux villages agricoles. Mais l'aliment de bétail ou l'aliment pour les poules, en construisant les nouveaux villages, on n'a pas construit en amont. C'est-à-dire que des fois, on met les charrues avant les bœufs. Ben voilà, on met les charrues avant les bœufs.
Et voilà, voilà. Mais écoutez, nous sommes dans un pays, nous voulons la modernité, nous voulons le dynamisme. Si un ministre ne fait pas son travail, ben le président n'a qu'à le sanctionner. Comme le président, justement, c'est lui qui les nomme. Et les ministres ne sont responsables que devant lui. Et que le Parlement n'a aucun pouvoir sur ces ministres. Quelle que soit la faute que ce ministre pourrait faire, eh ben, si le Parlement n'a pas le pouvoir de sanctionner ce ministre, et si le président a besoin de ce ministre, parce que c'est d'abord un homme politique. C'est ce que je venais de dire. Ben voilà, tout à fait. Voilà. Vous avez compris ma réponse. Beaucoup d'internautes disent que vous êtes un clone de Willy Nguesso, dans la mesure où vous êtes à la fois pasteur et politicien, comme lui. Alors, est-ce possible de servir Dieu et la politique? Bon, déjà, je dirais que je ne suis pas un clone de Willy Nguesso. Et deux, oui, je crois que si tous les Congolais étaient des chrétiens, je dis bien des chrétiens, tous les Congolais, on est en majorité chrétien, on est pratiquement 90%, je crois que le Congo irait mieux. Pourquoi? Parce qu'au moins le chrétien a des valeurs. Et ces valeurs, il ne peut pas aller au-delà de ces valeurs. Moi, j'ai suivi le professeur Moudoudou parler du Nzobi, justement parce qu'il prenait le Nzobi comme étant une valeur. Parce qu'il se dit que, bon, peut-être avec le Nzobi, bon, le Nzobi, c'est une valeur seulement qui est liée seulement à un seul département. Parce que c'est pas tout le Congo, on ne fait pas le Nzobi. Mais parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et moi, je suis fier d'être un évangéliste. Oui, je l'assume. Et ma position de chrétien, c'est ça qui me donne la force pour me battre pour mon Congo. Je ne me bats pas pour un homme, non. Je me bats pour le Congo parce que la force du chrétien, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Monsieur Ibombo, oui. Il vous a été empêché de créer le parti chrétien congolais. Je pense que c'est pour ne pas porter atteinte à la laïcité du pays. Oui, tout à fait. Nous sommes sur des questions dogmatiques. Alors, dites-moi, la République congolaise, elle est laïque, vous le savez. Alors, à chaque fois que le président se déplace, à l'intérieur du pays, notamment pendant les célébrations républicaines de municipalisation accélérée, on assiste à ces sortes de rituels qui pourraient un peu égratigner cette laïcité. Tout à l'heure, vous venez de parler de Nzobi. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut concilier laïcité et valeurs traditionnelles. Comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre? Bon, ça c'est une question fondamentale. Je ne peux pas me permettre de répondre comme ça à la hussarde, mais je dirais ceci. Nous avons des cultures dans notre pays. Est-ce que ces cultures, on doit les mettre à l'écart? Parce que si on dit dans notre constitution, aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 mai, c'est je crois l'Ascension, je crois que c'est l'Ascension. Au Congo c'est férié, hein. Mais l'Ascension, ce que je sais, c'est une fête catholique, je dis bien, catholique romaine. C'est pas une fête totalement chrétienne, mais c'est une fête catholique romaine. Mais chez nous, on fête l'Ascension. Dans un pays laïque, comment est-ce que vous pouvez fêter l'Ascension? Bon, donc ce qui veut dire qu'on a nos cultures, il faut maintenant chercher à faire une conciliation entre cette modernité et ce besoin de tradition que nous avons. C'est en mettant en place des constitutions qui tiennent compte de ces paramètres. On doit reconnaître aussi le côté culturel congolais, même si ça je dois l'avouer, moi je suis contre tous ces simulacres. Parce que moi je ne me reconnais pas dans ce côté traditionnel. Mais bon, vous savez, le président congolais c'est un président, comment on l'appelle? On dit que c'est un Kali. Donc il a aussi un pouvoir traditionnel. Si on avance que le Congo est un pays laïque, toutes les fêtes religieuses doivent être supprimées dans notre constitution, et dans notre pays. Ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je dis bien toutes les fêtes à connotation religieuse. Parce qu'on fête la Noël, parce qu'on fête le truc de Marie, là je sais pas comment on appelle ça, parce qu'on fête ça, on fête l'Ascension, on fête ceci, mais ce sont les fêtes, pourquoi on ne fêterait pas la fête je sais pas, de Simon Kimbangu, ou pourquoi on ne fêterait pas la fête des évangélistes, pourquoi on fête... Donc il y a tous ces trucs là, bon, et comment concilier tout ça? C'est ça justement l'importation abusive des modèles politiques et des modèles institutionnels politiques. Quand on a tout importé, moi j'ai dit quelque chose, et j'ouvre encore le débat là-dessus. J'ai dit, dans la Constitution congolaise, il est marqué la forme républicaine de l'État, le caractère laïque ne peut faire l'objet d'aucune révision. Mais je mets à défi qu'on me dise, est-ce que le Congo, avant d'être une république, a-t-il été une monarchie? Avant d'être la République du Congo, est-ce que le Congo a été une monarchie? Non. Mais comment ça se fait qu'on met dans notre constitution que la forme républicaine, on a pris
inscrit ça dans la Constitution française de 1791 qui stipule cela. Pourquoi? Parce qu'en France, on interdit de revenir à la forme qui était avant, c'est-à-dire la monarchie. En France, on ne veut plus, on dit que maintenant on est une république, on ne peut plus repartir vers la monarchie. Mais au Congo, on n'a jamais été un royaume. Non, mais la République congolaise, le Congo naît en tant que République. En 1958. Non, mais en sortant de la colonie. Mais avant, on était quoi? Oui, mais bon, c'était pas une forme républicaine. C'est-à-dire que c'était une forme républicaine, mais comment je dis, dans l'appareil était colonial. Avant, on faisait partie de l'Afrique équatoriale française. Voilà, oui. Donc, on était ce qu'on appelait, on était des colonies. Des colonies, justement. Voilà, donc mais en naissant, c'est dans le cadre de la République. Donc, c'est une façon de s'y maintenir. Non, il y avait l'Empire français et il y avait les colonies françaises. Il faut que le Congolais commence à réfléchir par lui-même, commencer à trouver les concepts. Ce concept-là, je crois qu'on doit l'enlever dans notre constitution, la forme républicaine, machin. Nous avons toujours été une république. Par contre, en Centrafrique, il y avait un empereur, Bokassa. Donc, en Centrafrique, on peut mettre la forme républicaine parce qu'il y avait Bokassa qui avait fait de la Centrafrique son pays. Son terroir. On peut dire que le Congo a pris corps dans la République et reste dans la République. Alors, mais ça c'est différent. Donc moi je vais dire ceci. Oui. Je vous ai beaucoup suivi sur le changement de la Constitution, mais à aucun moment vous n'avez parlé de la diaspora. Vous êtes un membre de la diaspora qui a vécu ici, qui est rentré au pays, et ça ne vous a pas échappé que les Congolais de la diaspora ne votent à aucune élection. Donc c'est comme si tout ce qui se passe sur le plan national ne les concerne pas. Les Congolais de la diaspora sont-ils, selon vous, des citoyens de seconde zone? Vous soulevez, mon frère Mougani, une bonne question. D'emblée, on dirait mea culpa, mais nous avons quand même dit, chez un de vos confrères, que nous pensons que la diaspora devrait s'impliquer dans l'évolution de notre société. La preuve, le président de la République a mis en place, actuellement, un département chargé des Congolais de l'extérieur. Donc, nous pensons que la diaspora, pour peser, il faut que la diaspora ait ce qu'on appelle le droit de vote. Les Maliens votent. Il y a eu l'élection présidentielle au Mali, les Maliens du Congo ont voté. Pourquoi est-ce que les Congolais ne voteraient-ils pas? Les Congolais de France, les Congolais de Bruxelles, les Congolais du Maroc. Et nous militons, oui, nous allons, ça va être notre cheval de bataille. Ça va être notre cheval de bataille. Le ministre de la Communication, ça va être membre de la diaspora. Ça va être notre cheval de bataille. Le ministre Mongala, il représente la diaspora d'une certaine manière, il est rentré, mais quand vous arrivez sur place, vous n'en parlez pas. Vous nous abandonnez. Je peux faire ce serment, et je fais le serment, je peux faire ce serment à l'écoute de la diaspora, que nous allons modestement porter cette voix pour que les Congolais de la diaspora votent pour l'élection présidentielle de 2016. Ça serait notre cheval de bataille parce que nous voulons un Congo dynamique et nous savons que la diaspora africaine, la diaspora congolaise en Europe, partout en Amérique ou même au Maghreb, apporte beaucoup, contribue beaucoup financièrement, économiquement. La diaspora tient quand même, apporte beaucoup et cette diaspora, nous allons peut-être pas nous faire le porte-parole de la diaspora, mais étant donné que nous avons été de la diaspora, nous allons porter ce message afin que les pouvoirs publics tiennent compte que pour l'élection présidentielle de 2016, il faut que la diaspora en France et ailleurs puisse voter. Mais diaspora hier, diaspora toujours. On doit maintenant impliquer le maximum de Congolais pour que le Congolais d'une seule main, comme nous l'exige, nous l'impose notre hymne national. Notre hymne national, que tous les Congolais puissent se rassembler pour une seule œuvre, le Congo. On a un acquis. Aujourd'hui, le Congo est un pays réconcilié avec lui-même. On a la paix et la stabilité qui sont là. La constitution du 20 janvier 2002 a été mise pour écarter Kolela, pour écarter Lissouba, pour écarter le vieux Ganao, pour écarter tous ces vieux-là. Mais aujourd'hui, tous ces vieux, bon, paix à leur âme. Mais les fils de Ganao sont au gouvernement. Les fils de Kolela sont au gouvernement. Les fils de Lissouba, bon, la directrice de cabinet de Lissouba est au gouvernement. Donc cette constitution-là qui a été mise en place pour écarter ces gens, ce sont maintenant leurs rejetons qui sont dans le gouvernement. Alors on doit maintenant aller vers autre chose. Alors, Écho de la diaspora avec Léon Justi Bombo. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est le lieu où s'expriment tous les courants d'opinion. Écho de la diaspora, l'expression libre de la diaspora. Alors nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Monsieur Ibombo, je veux vous demander de faire une adresse à l'endroit des Congolais sur le territoire national et aussi ceux de la diaspora par rapport à tout ce qui se passe au pays. Je voudrais d'abord remercier Écho de la diaspora, vous remercier
de nous donner cette opportunité pour nous exprimer. Et je remercie Armand Manziono, je vous remercie aussi à vous, Yvon Mougani. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que nous croyions au Congo. Commençons d'abord par croire. Si le lien qui nous lie au Congo est notre nationalité, est notre nom, est notre identité, est notre culture, nous devons croire en notre pays. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses pour notre pays. Et je crois que la diaspora, tous ceux qui ont emmagasiné ici, je vais dire, connaissances, renforcement de capacités, richesse, je crois qu'ils ont plus à donner à notre pays que de rester ici en France, de critiquer. Oui, c'est bien, on doit critiquer, oui, parce qu'on aime, on critique. Mais on doit venir aussi en Afrique pour voir les réalités, parce que les réalités sont souvent différentes. Et quand on est en face des réalités, on se bat plus, parce qu'on se dit, on peut faire davantage avec peu. Et je suis persuadé que si nous mutualisons nos efforts, le Congo sera demain un Eldorado. La preuve, vous savez, il n'y a que les Congolais qui dénigrent le Congo. Mais un Malien, un Mauritanien, un Rwandais, un Sénégalais, il quitte loin son pays. On a même des aveugles qui arrivent au Congo. Des gens qui arrivent parce qu'ils se disent, mais vous avez une richesse extraordinaire. Non pas seulement le pétrole, mais la richesse de la culture congolaise. La richesse du sol congolais. La richesse du Congo. Cette richesse-là, nous l'avons. Mais c'est nous qui ne la voyons pas. C'est nous les Congolais qui rejetons cette richesse-là. Et je crois qu'il est plus que nécessaire maintenant, alors que nous avons cette ambition forte de devenir un pays émergent. Et nous voyons ce que ça peut apporter comme dynamisme, comme richesse l'émergence. On a vu le Singapour, on voit aujourd'hui la Chine. Que tous les Congolais, moi je les exhorte, que tous ceux qui ont appris quelque chose en France ici, déjà de commencer d'abord par rentrer en contact avec notre sœur de la diaspora, parce que nous savons un peu comment est-ce que nous vivons ici. Le Congolais, il a fait des études, il est assez orgueilleux, il a importé les Weston, il s'assoit et dit, bon, moi je ne peux pas aller la voir. Allez d'abord la voir, peut-être qu'avec elle, peut-être qu'avec son... Allez la voir, c'est elle le point focal. On a un point focal ici, c'est Madame, je crois, Itoua, je crois. C'est elle le point focal. Commencez. Et ceux qui peuvent venir à Brazzaville, qui viennent à Brazzaville. Arrêtons de dénigrer notre pays. Arrêtons surtout d'injurier notre président. Mais écoutez, on peut le critiquer, c'est tout à fait normal. Mais on n'a jamais vu les Français injurier Hollande. Mais arrêtons d'injurier notre président. Commençons d'abord par aimer. Et je suis persuadé que quand on va mettre l'amour au-dedans de nous, l'amour du Congo dedans de nous, alors vous savez celui qui aime, il fait des choses extraordinaires pour la personne qu'il aime. Et quand on va commencer à aimer le Congo, on fera des choses extraordinaires. J'ai des enfants qui sont ici en Europe, mais est-ce que leur vie, c'est ici en Europe? Non, je pense que leur vie, c'est au Congo. Je veux qu'ils viennent au Congo et qu'ils voient un Congo dynamique. Qu'ils ne voient pas un Congo qu'on déprécie à tout bout de rang, qu'on déprécie, qu'on parle mal du Congo, non. Ils voient un Congo qui se transforme, qui se modernise, un Congo qui accède à la modernité. Voilà notre ambition. Alors, chers amis internautes, c'était l'interview d'Écho de la Diaspora avec Léon Justibombo, que je remercie. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Mais j'ai une annonce à vous faire. Donc, faites vos dons à l'association Kabou. Il y a un disque, un CD en vente. Vous avez le contact zimbabwe.orch@yahoo.mail ou vous pouvez appeler au 06 16 85 19 00. Donc c'est un disque de Soum Carole, ancien sociétaire de l'orchestre Zimbabwe, qui est devenu aujourd'hui Zimbabwe La Renaissance. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Merci. De règles écrites qui nous permettent de régler les litiges et qui nous empêchent, qui nous dispensent de nous battre. Ces règles sont écrites par des gens qu'on met au-dessus de nous, le législateur par exemple, ou l'exécutif qui va exécuter les lois avec la police, l'armée, les juges. Donc tous ces pouvoirs qui vont appliquer ce droit, donc ces règles communes qui nous pacifient, les gens qui produisent ou qui appliquent le droit, on les met, on accepte nous en bas, on accepte de les avoir au-dessus de nous parce que ça nous pacifie. Ok, tout le monde comprend, je ne développe pas le fait que grâce au droit, nous sommes moins brutaux. Mais les pouvoirs qui vont être... on est des millions, même déjà quand on est des milliers, des dizaines de milliers, on ne peut pas écrire le droit nous-mêmes, il va falloir être trop nombreux, donc il faut qu'on délègue des gens pour écrire ce droit. Donc on a besoin de représentants pour nous aider à fabriquer et appliquer le droit
auquel nous allons nous soumettre.